Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et on retrouvera Sabrina Keller, la présidente de Femmes de Foot, avec ses deux invités, Abdallah Danouche pour du marathon solidaire et Faouzi. Ça sera à ne pas manquer. Vous voyez déjà l'activité compliquée, il fait chaud aussi. Tanguy Flores, l'actu de Tchap, avec tout à l'heure de jeunes créatrices d'entreprises à découvrir à Strasbourg. Vous êtes peut-être un fan absolu de ces petites bricades, vous savez, les Lego. On parlera de Fanabrique avec notre invité Benoît Kaiser. Et l'événement de juillet avec notre invité Dominique Formal, c'est le festival Vent d'Est à Furdenheim, les 5, 6 et 7. Et on verra la substantifique moelle de ce spectacle, de ces 3 spectacles à venir. Tout cela, évidemment, c'est après le JT, préparé et présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous. Dans ce JT, un lâcher de grands hamsters entre Ducklenheim et Altorf. Cela se passait ce matin. Et puis 2 rencontres. L'une avec un jeune espoir du handball alsacien. Il s'appelle Orest Vescovo et il vient de finir sa saison au FC Mulhouse. Et puis l'autre avec le géant du rap français, Oxmo Puccino. Il était de passage hier à Strasbourg et dans le quartier de l'Elzo pour présenter son nouvel album. L'occasion de revenir avec lui sur le processus d'écriture et le rap actuel. Mais on commence tout de suite ce journal avec la canicule toujours. L'alerte pollution à l'ozone a été déclenchée aujourd'hui et cela risque de durer. Par conséquent, les transports en commun seront moins chers demain dans les grandes villes. À Mulhouse, le ticket 24 heures sera à 2 € sur tout le réseau Solea. À Strasbourg, il faudra payer 1,80 € sur la CTS. Il est recommandé donc aux personnes les plus fragiles de se protéger et d'éviter toute sortie aux heures de plus grande chaleur. Et c'est pour vérifier que ces consignes sont bien connues et diffusées que la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle Dubos, s'est rendue à la maison de l'enfance de Königshofen cet après-midi. L'occasion pour elle de découvrir un endroit où cohabitent enfants et seniors, mais surtout de s'assurer des mesures prises pour résister à cette canicule inhabituelle. On l'écoute tout de suite au micro de Romain Hirt. Cette année, la canicule, elle arrive précocement, elle arrive en juin. Les autres années, c'est plutôt en milieu d'été, fin d'été. Donc on a des publics qui sont normalement dits en vacances. Je pense aux élèves, je pense aux étudiants, je pense aux travailleurs extérieurs, sur lesquels on doit adapter les messages de consignes de sécurité. Et puis, comme elle va être précoce, nous allons avoir un sentiment de chaleur très inconfortable avec un taux d'humidité important, donc un ressenti de température au-delà de 45 degrés. Donc il faut aussi prévenir les Français en disant ça va être compliqué aussi à gérer, à supporter, donc il faut adapter son comportement. On voit bien l'année dernière aussi que suite aux canicules, il y a eu une recrudescence malheureuse de noyades et de décès suite aux noyades, donc on doit prévenir des risques éventuels, que ce soit pour les enfants, mais pas que pour les enfants, sur des baignades qui ont souvent lieu dans des endroits qui ne sont pas surveillés, avec des chocs de température importants entre l'extérieur et l'eau qui peut être très fraîche, et donc nous devons aussi prévenir de cela. Et dans le reste de l'actualité, un lâcher de 60 grands hamsters a eu lieu ce matin entre Ducklenheim et Altorf. Des rongeurs élevés par l'association Sauvegarde Faune Sauvage de Jungholz dans le Haut-Rhin. Une opération liée aux travaux du Grand Contournement Ouest de Strasbourg. Mathieu Chanvillard et Gilles Kuntz. Plus que quelques secondes et il sera libre. Pour l'accueillir, son terrier a déjà été creusé et son champ de blé est protégé par une clôture électrique pour écarter les prédateurs. Du sur-mesure pour ce petit rongeur menacé. Donc là, le blé, vous voyez, il est haut et du coup, les buses vont avoir du mal, les buses qui sont un prédateur du hamster vont avoir du mal à atteindre, du coup les hamsters qui peuvent se cacher. Et puis ça sert de réserve de grenier pour le hamster pour se nourrir. Ces lâchers de hamsters ont lieu depuis 2 ans sur différents sites du secteur. C'est l'entreprise Vinci qui construit non loin de là le contournement de Strasbourg, qui est tenu par l'État de mener ce projet en raison de l'impact des travaux sur l'habitat naturel du rongeur. Au total, plus de 1000 grands hamsters seront ainsi réintroduits. On relâche autant de mâles que de femelles et on alterne mâles et femelles dans le champ pour qu'ils puissent se reproduire. Au bout de la première année, ils se reproduisent. Ils font en moyenne 6 à 7 petits par portée et ils peuvent faire 3 portées par an. Un rythme effréné, mais plutôt bienvenu. En pleine nature, la durée de vie de l'animal n'est que de quelques années. Le succès de l'opération sera estimé grâce au comptage des terriers et aux puces placées sur les hamsters.
Si la plupart des lycéens sont désormais en vacances, le repos ce n'est pas au programme pour tous. Un jeune handballeur du FC Mulhouse, Orest Vescovo, profite du mois de juin pour continuer à s'entraîner, car un nouveau challenge l'attend à la rentrée. Marine Zis l'a rencontré au centre sportif régional de Mulhouse lors d'un entraînement. La saison de handball est terminée depuis plusieurs semaines pour Orest Vescovo. Bilan de l'année, un titre de champion du Grand Est avec le FC Mulhouse et un titre de champion de France avec son équipe du Pôle Espoir. Mais pas question pour lui de se reposer, il continue de s'entraîner avec Mulhouse. Orest pense déjà à la saison prochaine puisqu'il rejoindra le club de Sélestat où il évoluera en N2, la 4e division nationale. C'est quand même un honneur un peu, parce que j'étais à Mulhouse, etc. et je suis le premier qui va à Sélestat. Du coup, ouais, c'est quand même bien. Et Sélestat, ils sont en D2. Du coup, c'est du professionnel et après, ils peuvent monter en D1, ils jouent souvent les playoffs. Du coup, si je fais des bonnes saisons, je pourrais peut-être être appelé en D2 par exemple. Et du coup, là, ça pourrait m'ouvrir quelques portes. À tout juste 16 ans, l'ailier droit s'est fixé un objectif, devenir joueur professionnel. Et quoi de mieux que Sélestat, le club formateur du gardien de but Thierry Omeyer, pour se lancer. Ça fait quand même réfléchir de se dire qu'il est parti de Sélestat, du coup ça peut... Voilà, il a fini au PSG et meilleur gardien du monde. Bah ouais, c'est régularité, exemplarité, etc. Genre il s'est donné, il a mis les moyens pour réussir et voilà, on voit où il est aujourd'hui. L'idée ce serait de faire un peu pareil quand même. Ouais, un peu pareil, suivre les traces. Des rêves, il en a plein la tête. Gagner des titres, jouer la Ligue des Champions et pourquoi pas porter le maillot de l'équipe de France. En attendant d'attaquer sa préparation physique pour la saison prochaine, Orest va tout de même prendre quelques vacances pour se vider la tête et revenir plus que motivé. Si vous êtes des amateurs de football, vous suivez peut-être ces chroniques sur la chaîne beIN Sport. Geoffrey Woetzenlogel est alsacien, journaliste, spécialiste des statistiques et supporter du Racing Club de Strasbourg. Alors pas besoin de deviner très longtemps l'objet de son nouveau livre, il nous en parle au micro de Nora Borioa. C'est une histoire d'amour qui ne date pas d'hier, celle du journaliste Geoffrey Woetzenlogel et du Racing Club de Strasbourg. Alors il consacre déjà son 4e livre à son club de cœur. Strasbourgeois, c'est son nom, propose des analyses statistiques et tactiques avec beaucoup de photos pour marquer la victoire de la Coupe de la Ligue 2019. Il y a une histoire tellement magnifique à raconter, la journée entière, pas que le match, mais le défilé des supporters dans la ville de Lille, l'avant-match, l'après-match, il y a tellement d'histoires à raconter qu'on a pris le parti de la raconter en photo cette année pour que ça soit presque un livre d'archives et que quand on montrera ce livre à nos enfants, on fera « Tiens, regarde, j'y étais à ce match-là ». 8000 supporters du Racing ont marché dans les rues de Lille pour rejoindre le stade Pierre-Mauroy, d'après la préfecture de police du Nord. C'est à ce jour la plus importante marche vers un stade en France. Autre chiffre marquant pour cette saison, 58, le nombre de buts marqués par le Racing. Il a plus fait mieux depuis la saison du titre, en 79, où il était à 68 buts, je crois, de tête. Donc s'il y a un chiffre à ressortir parmi tant d'autres, c'est la puissance offensive, parce que pour gagner un match de foot, il faut marquer des buts. Et je crois que le Racing l'a très très bien compris cette saison. On avait des possibilités tellement diverses de marquer, avec plein de joueurs de talent devant, plein de tactiques, plein de combinaisons différentes, les coups de pied arrêtés. On a marqué beaucoup de buts sur corner cette saison aussi. Plein d'armes différentes pour marquer au final 58 buts en fin de saison. À travers ses 144 pages, Geoffrey Woetzenlogel détaille aussi les 4 victoires successives en Ligue 1, avec notamment aucune défaite contre Paris. Vous l'aurez compris, Strasbourgeois relate la formidable saison du club alsacien. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et pour finir ce JT, nous vous proposons à présent une rencontre avec le rappeur Oxmo Puccino. Avec sa voix unique, sa maîtrise des mots et ses collaborations variées, il s'est depuis longtemps imposé comme un des artistes majeurs de la scène française. 21 ans après ses débuts, il s'apprête à sortir son 8e album en septembre, La Nuit du Réveil. Et de passage hier à Strasbourg pour le présenter en avant-première, Oxmo Puccino en a profité pour participer à une rencontre avec son public à l'Elzo. Martin Coel nous en dit plus. Ils peuvent pas me parler de rien.
Alors je ne fais qu'écouter, convaincu de faire le bien. Et pourquoi sont-ils dégoûtés? Ils peuvent pas parler au king. Nos fans indignés, j'ai pris les clés de la ville. Ton émission est has-been. Le Renoir est trop au courant. L'artiste du moment mourant. Tu gagnes 10 et tu perds 100. Toujours ce regard perçant. Ils peuvent pas me parler d'argent. On échange des visions. On échange des visions du monde. On partage une manière d'aborder la création à travers les mots qui sortent de nous. On parlait du cheminement, des raisons d'écrire, des conséquences, des outils nécessaires, de ce qu'il faut mettre de soi, de ce qu'on raconte là-dedans. On parlait de ça. On aurait pu en parler des heures. Alors je ne fais qu'écouter, convaincu de faire le bien. Et pourquoi sont-ils dégoûtés? Ils peuvent pas parler au king. Nos fans indignés, j'ai pris les clés de la ville. Au moment où on a envie de retourner en tournée, de refaire des concerts, de revoir le public, de savoir ce qu'on vaut à la nouvelle époque, la vérité arrive sur scène, forcément. Ouais. Et puis, je veux dire, dans toute cette époque où l'on vit par procuration, la plupart du temps, il n'y a rien qui soit plus fort que de rencontrer son public et le public son artiste en direct. Ils peuvent pas parler de rap. Qui je suis? Lâche-moi la grappe. Papy a dû faire Verdun. On la voit dans des verres d'eau. Ils peuvent pas parler de France. En bus, nord, sud, est, wesh, 20 piges. Je pense que tout le monde, en grande partie, aura du mal à échapper à un propos sombre. Mais l'important, c'est ce qu'on en tire. Et du contexte sombre dans lequel nous sommes, j'arrive à proposer un peu de lumière en contrepartie. Raconter sa tristesse, c'est quelque chose qui peut s'avérer très ennuyeux. Mais proposer les solutions qu'on a trouvées contre sa tristesse ou pour sa tristesse, ça vaut le mérite d'être partagé. Parce que là, on apporte quelque chose qu'ignore peut-être notre voisin triste. J'ai pris les clés de la ville, bonne émission est has-been. Du respect dans ma cabine, ceux qui vendent ou qui tapinent. Ils peuvent pas me parler de tactique, blablabla, c'est pas ce que t'as dit. Ils peuvent pas me parler d'attaque. Le rap, comme on l'a connu, comme l'ont connu beaucoup, selon l'image qu'on s'en fait de ceux qui ne connaissent pas cette musique, n'existe plus. Parce que ce que vous appelez rap aujourd'hui est de la chanson. L'Homme Pâle, Orelsan, Vald, Niska, PNL, tous y chantent. J'échappe pas tellement à la règle pour moi. Mon évolution, elle va du rappeur d'Opéra Puccino qui se retrouve à faire un disque avec Ibrahim Malouf, qui est invité par Eric Truffat l'année d'après, et qui se retrouve à tourner avec M. Puis je retourne faire un featuring avec Hamza. Et en fait, c'est ça ma vie, quoi. C'est ça ma vie. Passer de personne cool en personne cool, quel que soit leur goût. Ton équipe c'est des sales poires, j'avance en solo Star Wars. Ton équipe c'est des sales poires, j'avance en solo Star Wars. Ton équipe c'est des sales poires, j'avance en solo Star Wars. Et Oxmo Puccino sera de retour à la Laiterie à Strasbourg le 4 décembre prochain. Place maintenant à l'image du jour, Oliviane. L'Alsace sort le grand jeu pour accueillir le Tour de France les 10 et 11 juillet prochains. Le château du Haut-Königsbourg va se parer de maillots jaunes pour fêter ses 100 ans. Et vous, oui, vous allez peut-être assister au passage du Tour depuis le château. Alsace Destination Tourisme et les 2 départements alsaciens organisent un concours, alors suivez-les de près sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, Alsace 20 mouillera le maillot également pour ce Tour de France. On sera dans les voitures pour vous compter l'événement. Merci beaucoup Anna pour ce JT. Place au plateau du soir. Tanguy Flores nous rejoint. Sabrina Keller. Dominique Forbals pour un grand spectacle. 3 grands spectacles Aquatic Show. On vous en parle dans un instant. Venez vous installer sur ce plateau. Abdallah Danouche et Fauzi, qui sont nos invités ce soir. Soyez tous les bienvenus. On va s'interroger un petit peu sur le temps, mais il n'y a pas réellement de surprise, vous allez le voir. Et on parle de spectacle juste après. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Bonjour
à tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien, c'est un mercredi caniculaire. On continue dans la même lancée avec du soleil dans votre matinée et surtout regardez les valeurs qui dépasseront déjà les 20 degrés. Il fera 22 degrés à Strasbourg et à Wissembourg, 23 degrés à Saverne ainsi que sur l'ensemble du Haut-Rhin ou encore chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg et 24 degrés la maximale à Bâle. L'après-midi, pas de changement, toujours du soleil et surtout de la chaleur avec des valeurs dans l'après-midi qui seront compris entre 34 et 36 degrés. 36 degrés, ce sera la maximale à Strasbourg, 35 degrés à Wissembourg ainsi qu'à Pratteln et 34 degrés partout ailleurs. Votre journée de jeudi, eh bien ça ne change pas, il fera toujours très chaud et des valeurs qui iront entre 31 et 32 degrés dans votre après-midi. En ce mercredi, nous célébrons les Anthelmes. Le soleil se lèvera à 5h28 pour nous dire au revoir à 21h35. Excellent moment sur Alsace 20 et à demain. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Et le PDG d'Aquatic Show, Dominique Formal, c'est sur ce plateau. Comment allez-vous? Bien, bonsoir Lionel. Mais je suis ravi de vous accueillir. Grand spectacle, 3 soirées. C'est Vent d'Est à Fürdenheim. C'est pas nouveau, hein, les spectacles que vous faites l'été. Hein. Eh non, ça fait 35 ans que nous sommes présents. Avant c'était en août, maintenant c'est début juillet, mais ça fait 35 ans qu'Aquatic Show est présent à Fürdenheim. Et voilà, on reste fidèle, on est toujours bénévole et on se fait toujours un grand plaisir de ce rendez-vous annuel. Alors regardez, vue de drone, hein, comme ça, les préparatifs, c'est impressionnant. Combien de personnes vous allez attendre ? On a 5300 places assises et donc 3 soirées de suite. Donc dans l'absolu, on peut accueillir à peu près 16 000 personnes. Alors un petit mot sur le vendredi, parce que c'est 3 spectacles différents. C'est d'abord une difficulté supplémentaire, hein. Alors c'est un peu une difficulté supplémentaire, mais ça a été un choix cette année. C'est de se dire on va faire une soirée le vendredi plutôt destinée aux jeunes. Ouais. Donc avec une bande musicale qui a été créée, imaginée par des jeunes de 20 ans. C'est l'Euro Electro Show. Exactement, et puis on va adapter en fait nos feux d'artifice, nos jeux d'eau, nos lasers à cette musique. C'est plus dance, c'est pour eux, quoi. C'est pour eux. Voilà. Il y aura un DJ, et puis c'est vraiment une grande fête de jeunes, 23h le spectacle, et dès le début de soirée, en fait, dès 19-20h, les jeunes vont pouvoir venir danser, venir s'amuser, et fêter leur diplôme. Hein. Merci, c'est pas pour vous. Voilà. C'est plutôt le samedi pour vous. Alors le samedi, c'est plutôt familial. Le samedi, ce sont les familles. On a un spectacle sur la thématique de l'Europe, parce que cette année, ça fait 70 ans, en fait, que Strasbourg accueille les institutions européennes. Une façon de les remercier. C'est tout à fait ça. Un hommage. Je crois que c'est un hommage parce que cette Europe, tant décriée, et puis je dirais dont beaucoup de gens s'en fichent un peu, cette Europe nous a quand même permis depuis 75 ans de vivre en paix. Voilà, c'est pas rien. C'est l'hymne à l'Europe. Hein. C'est un hymne à l'Europe. Et puis le dimanche soir, on va parler foot. Ah bah ça, c'est pour Sabrina. Parce que le dimanche soir, en fait, la Ligue d'Alsace de football fête ses 100 ans cette année. C'est 100 ans, et en plus, c'est le dimanche où il y aura la finale de la Coupe du Monde de foot féminine. Super. Donc, qui sera passée en direct, en fait, sur un écran géant à Fürdenheim. Donc, vous êtes bien sûr tous invités à venir nous rejoindre. Alors, on va vous montrer quelques-uns, on va dire, des plus beaux spectacles que vous organisez de par le monde. Fawzi, je vais vous montrer une publicité, mais vous étiez peut-être pas né à cette époque-là. Je ne le savais pas, je vous connais bien Dominique, je ne savais pas que c'était Aquatic Show qui a participé à ça. Chaque jour. Alors Dominique, comment ça se passe cette histoire? On vient et on vous dit voilà, on veut faire nager des bébés dans de l'eau. C'est exactement ça. Ça a été plus d'1 mois de tournage dans une piscine en Espagne. Donc parce que c'est très compliqué en réalité, il y avait énormément de gens dans l'eau. Qui étaient habillés en vert, il y avait des poupées, il y avait ensuite c'est du montage. Les seules choses qui étaient réelles là-dedans, c'était les jeux d'eau. Et ça a quand même plus de 20 ans. Et donc on n'avait pas les possibilités que nous avons aujourd'hui de montage, je dirais, d'images vidéo. À l'époque, c'était encore tourné à partir de films. C'était des films, c'était tourné en 35 mm en cinéma. Et on vous a vu également au cinéma. Alors, j'ai pas les images. C'est Les Amants du Pont-Neuf. Absolument. De Léos Carax. Je me souviens par contre très bien de ce film. Pareil, à côté
l'Aquatic Show donc a bossé à un moment ou un autre. Absolument. C'est d'ailleurs une des seules prestations sur lesquelles on n'a jamais été payé parce qu'il a déposé le bilan à la fin de son film. Et n'a payé aucun des prestataires. Voilà, superbe aventure humaine qu'Aquatic Show. Des débuts au cirque Bouglione pour vous. Il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, et Aquatic Show donc fête cette année ses 40 ans. Mais Bouglione, c'est quoi? On prenait des tuyaux, on perçait des tuyaux? Non, en fait, le cirque Bouglione, c'était encore bien avant. J'avais 23 ans quand je suis parti au cirque Bouglione avec mon père qui était instituteur. Et en fait, mon papa avait bricolé un système de jeux d'eau et le cirque Bouglione cherchait depuis des années une attraction à base d'eau, à base de jeux d'eau. Et ils nous ont fait un contrat d'une année. Voilà, c'est comme ça qu'on est tombé là-dedans. Et alors de Bouglione, il y a eu après, quand on voit l'histoire qui est assez étonnante, les grands parcs du monde, Universal, le Puy du Fou, Europa Park, Disney, les Jeux Olympiques de Pékin, c'est vous, l'exposition universelle de Shanghai, les shows de Céline Dion à Vegas. On va voir quelques images. La Coupe du Monde au Qatar qui se prépare en 2022, où vous serez dessus. Tout à fait, on a fait le gros spectacle pour la Coupe du Monde de foot à Moscou. Ouais. En fait, c'était des spectacles qui ont été offerts par le maire de Moscou aux moscovites, parce qu'en fait, il s'est rendu compte que les Russes, les moscovites, ne profitaient absolument pas de la Coupe du Monde. Les billets étaient beaucoup trop chers pour eux, et l'essentiel des billets avait déjà été vendu à l'international. Et donc, comme il était en proche réélection, le maire a décidé de faire un geste pour ses administrés, et il a donc offert 5 spectacles permanents pendant toute la durée de la Coupe du Monde de foot. Quel regard vous portez sur votre parcours et sur le parcours d'Aquatic Show? C'est une belle aventure, je veux dire, c'est une belle aventure, et elle n'est pas terminée. Aujourd'hui, on reste le leader et le numéro 1, mais ça veut dire qu'il faut se battre tous les jours, parce qu'on n'est pas seul au monde, parce qu'aujourd'hui, le plus gros de nos marchés aujourd'hui, c'est la Chine, mais les Chinois savent aussi produire, savent aussi copier. Donc, ce qui nous fait gagner, en fait, sur ces marchés, c'est un peu l'imaginaire, c'est un peu le savoir-faire à la française, et c'est un peu aussi l'image qu'a la France à l'international, une image de luxe, une image... en termes de spectacle, je vais dire, on a une vraie reconnaissance internationale, que les Allemands auront plus pour une locomotive ou pour une voiture. Je veux dire, quand on parle, quand on parle belle voiture, on se dit Allemagne. Quand on dit beau spectacle, on se dit France. Et un jour, Céline Dion, elle s'est dit, je veux être entourée d'eau, et ça a donné ça, regardez. Comment on se dit, Dominique, un jour, je vais mettre de la vidéo dans de l'eau? C'est pas un écran traditionnel, quoi. Non, alors ça, c'est encore une vieille histoire, c'est le hasard. La vie est toujours faite de hasard. Et je crois que le secret d'une vie réussie, c'est de savoir choper, en fait, ces moments de hasard et de savoir les concrétiser. J'étais tout jeune, j'avais 25 ans, et j'étais à une soirée, en fait, à un salon à Paris, qui s'appelait le Fêtard, qui était organisé par un hypnotiseur à l'époque, qui s'appelait Dominique Webb. C'était un Alsacien qui s'appelait Weber, en réalité. Il organise un truc à Paris sans aucun intérêt. Il y avait un dîner de gala, j'ai mangé, j'ai bu un peu, et puis je me retrouvais le soir affalé dans un fauteuil, avec un gros bonhomme à côté de moi, qui me dit « Vous faites quoi ?» Je dis « Moi, je fais de l'eau. » Et je dis « Vous faites quoi ?» Il me dit « Moi, je fais du feu d'artifice. » On est devenus très amis, on a fait le tour du monde ensemble. C'était un grand monsieur qui s'appelait Jean-Claude Sevestre, qui est malheureusement décédé depuis. Et il me dit, moi j'ai un rêve avec de l'eau, c'est de projeter des images sur l'eau. Alors on va en montrer en même temps. Et je lui dis, c'est pas possible, ça peut pas marcher, l'eau c'est transparent. Et il dit quand même, et j'ai ramené l'idée à Strasbourg, et un mois après, j'ai le capitaine des pompiers qui m'appelle en disant, on a le bal des pompiers, le bal de la Sainte-Barbe au Palais des Fêtes, encore à l'époque. Est-ce que vous ne pourriez pas nous faire un petit spectacle? Mais on n'a pas d'argent. J'ai dit, mais moi, j'ai une idée, je voudrais projeter sur de l'eau, mais je n'ai pas le matériel pour. Et on a fait un échange. Okay. Et en fait, moi, je suis allé leur faire le spectacle, mais lui m'a mis à disposition sa caserne, ses lances à incendie, ses pompes, son personnel. Et on a essayé pendant plusieurs nuits. Ça marchait pas. Et à un moment, il restait une lance, une espèce d'ajutage bizarre, une plaque. Et je dis, ça sert à quoi? Il dit, on s'en sert pas, nous, ça n'a aucun intérêt pour nous. C'est fait pour le midi de la France. Ce sont les gens qui avancent dans les feux de forêt, qui en fait utilisent ça comme bouclier thermique, pour pas que la chaleur ne revienne. Et on a essayé ça, et on avait une image. Voilà. Ce que je trouve génial, c'est que la techno est made in Alsace. Il y a énormément de technologie derrière ces rideaux d'eau, ces projections. Il y a un brevet, d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de faire l'Expo universelle de 92 à Séville, c'est ce qui nous a permis de rentrer dans tous les grands parcs, parce qu'en fait, il y a un brevet.
Voilà. Et un brevet, alors autant en Chine, en Thaïlande, à Taïwan, j'arrive pas à défendre un brevet, mais quand on est aux États-Unis, quand on est en Europe, un brevet a une réelle valeur aujourd'hui. Et ce produit, on a eu la chance de pouvoir le breveter. Et d'ailleurs, quelques mois après le dépôt du brevet, la Disney États-Unis m'a envoyé ses avocats parce qu'ils voulaient racheter Aquatic Show. Voilà. À l'époque, j'étais trop jeune et trop con, j'ai dit non. Quelle aventure. C'est grâce à cette techno qu'on trouve des contrats, qu'on trouve Céline Dion. Elle voit ça quelque part. Comment on a Céline Dion en prestataire pendant des années? Vous savez, on n'est pas si nombreux que ça. Le monde est petit. Vous savez, tous les spectacles au monde sont décidés par 40 personnes. Voilà, il y a 40 personnes, c'est comme les galeries d'art, on dit qu'il y a 100 personnes qui décident en fait de la valeur d'un artiste dans le monde. Des Stones, de Céline Dion, etc. Voilà, j'ai 65 ans, ça fait 40 ans que je suis dans ce métier, ils sont tous plus jeunes que moi, beaucoup plus jeunes, donc ils nous connaissent tous. Donc à un moment, ils viennent ou ils viennent pas. Mais dire comment on connaît Aquatic Show, on a démarré dans ce métier avant la plupart des gens, c'est-à-dire avant ces grands événements à l'international, on a été parmi les premiers à proposer nos prestations. 40 ans. Et donc voilà, 40 ans après, on est toujours là. On est toujours là, et si aujourd'hui Universal, si aujourd'hui la baie de Singapour, on a un très gros projet pour Water Street qu'on va voir très rapidement. Cet hiver, on a un très gros projet avec l'aéroport de LaGuardia à New York, où il y aura un spectacle permanent. Et voilà, ça c'est la Chine, c'est Water Street, donc de gros spectacles qui tournent en permanence. Donc les gens cherchent une fiabilité, cherchent... Si le marché de Noël de Strasbourg à New York, c'est parfait. Ça fait marché de Noël de Strasbourg à New York, plus vous, à LaGuardia. On est accueillis par l'Alsace à New York. Et ben voilà. Cet hiver, c'est génial. Vous avez compris que c'est le meilleur des spectacles qu'on vous proposera 5, 6, 7 juillet. Ça se passe évidemment à Fürdenheim durant 3 jours. Le dimanche, c'est pour Sabrina Keller, c'est du foot. Le samedi, c'est pour les familles, c'est donc pour moi. Et pour Fawzi, tiens, qui est sur ce plateau, les petits jeunes, ça sera la journée de vendredi. Vous restez bien sûr tous avec nous. Place à Femmes de foot. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de foot. Et chaque semaine, Sabrina, une personne à l'honneur. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est 2. Deux hommes à l'honneur. Bonsoir Lionel. On parle solidarité, on parle sport, on parle partage, on parle émotion, des valeurs chères à Femmes de foot. Abdallah Danouche, bonsoir. Merci d'être là. Vous avez 41 ans, je peux donner votre âge. Oui. Gamin. Ouais, ancien militaire. Et vous êtes marathonien solidaire. Ça veut dire quoi être marathonien solidaire? Bonsoir. Marathonien solidaire, c'est faire vivre la course à des personnes adultes et enfants qui se battent contre la maladie, qui ne peuvent pas courir, et leur faire vivre un moment magique, une parenthèse enchantée pendant une période d'une course. Alors les valeurs, on les comprend, hein, le partage, la générosité, la solidarité, mais c'est quoi l'objectif en courant? Pourquoi avoir choisi ça? L'objectif est justement d'avoir ma médaille, c'est le sourire d'un enfant, c'est son sourire, mais vous sa souhaitez joie. Sensibiliser aux causes, hein? Tout à fait. Vous choisissez à chaque fois des causes différentes? Je cours en poussant des enfants sur des poussettes Hippocampe ou justement d'autres poussettes. Hippocampe, des c'est à Joëlettes, 3 roues, c'est ça? Tout à fait, Hippocampe, c'est 3 roues pour la route, et puis Joëlette, c'est pour tout ce qui est montagne avec une équipe. Donc Joëlette, ils sont plusieurs à porter et à monter. Il n'y a qu'une seule roue devant, c'est comme une brouette quasiment. Voilà, tout à fait. L'idée de faire vivre la course à des personnes, et des enfants, et leur procurer cette joie. Et ma médaille à moi, c'est le sourire des enfants. Oui, c'est ce que vous dites, hein, quand vous courez pour Antoine, Zacharia, Chiara, Victoria, on donne quelques noms. C'est votre grande récompense, c'est ce sourire quand vous arrivez. Tout à fait, tout à fait. Donc vous courez avec les autres aussi. Donc c'est l'expérience inside que Fawzi a connue. Fawzi, comment ça se passe avec Abdallah? Vous êtes à l'origine de son engagement d'ailleurs. Ouais, il était venu me voir il y a quelques années en arrière. Et on s'était regardé les yeux dans les yeux, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et faire connaître et promouvoir les maladies du sang. Et vous êtes atteint d'une leucémie? Tout à fait, oui, j'étais atteint d'une leucémie à l'âge de 5 ans. Je suis plus en rémission, je suis guéri aujourd'hui, mais je pense à ceux qui sont encore malades. Et donc votre copain, vous l'avez mis dans ce créneau-là, quoi. Tout à fait, ouais. Mais il vous a dit quoi? Il vous a dit quoi, votre copain? Il vous a dit on va courir, mon pote? Non, il s'est peut-être posé la question dans sa tête, mais quand j'avais... c'était un petit moment quand c'était pas vu, parce qu'on a grandi dans le même quartier, et puis avant de commencer, il faisait quand même plus de 120 kilos.
Ah ouais. Et qu'on a commencé à il vous dit parler merci, quoi. C'est ça. Je lui dis merci, puis on a fait les choses à l'envers, c'est-à-dire vraiment les gens commencent par un 5, 10, semi-marathon. Et j'ai dit à Fawzi, quand il m'a parlé de sa maladie et de l'association, la fédération Les Cimiers Sport qui lui vient en aide, je lui ai dit bon, on va faire quelque chose. En 2015, ma première course officielle, donc mon premier dossard, c'était un 100 km à Mécleuve, en juin 2015. Donc c'est une histoire d'amitié, hein, au C'est départ, une histoire c'est ça qui d'amitié, est beau, tout à fait. d'amitié, de Ouais. partage. Mais alors vous n'avez pas couru du tout pendant la course, hein. On explique bien que c'est Abdallah qui vous a poussé. Sur le marathon de Colmar, tout Ouais. à fait. La vie est belle, quoi. C'était cool. La vie est superbe, il faut savoir prendre les choses de bon côté. Oui. Ça vous a plu cette expérience? Prêt à le C'était refaire? super, magnifique. Ouais. Et alors, son prochain défi, c'est le 28 septembre. C'est 100 km dans le désert en une étape et en moins de 20 heures. C'est bien ça? Tout à fait. Donc chaque année, je me lance des défis. Donc au cours de l'année, je cours avec des enfants et des personnes qui courent autour de moi. Et avec moi, en faisant vivre la course aux enfants, que ce soit Joëlette ou Hippocampe. Et une fois par an, je me lance des défis. L'année dernière, c'était la route des vins de Marlenheim à Tannes en courant pour la fédération Les Cimiers Espoirs. On a récolté un don pour la fédération Les Cimiers Espoirs. Et cette année, je voulais me lancer un défi un peu exceptionnel, faire les 100 km dans le désert. Donc, et participer à l'Ultra Mirage de Tozeur en Tunisie. Et je cours au sein de la fédération Les Cimiers Sport pour venir en aide aux enfants et adultes et à leurs familles qui se battent contre la leucémie parce qu'ils ont vraiment besoin de nous. Donc ça peut paraître énorme. Naturellement, un coureur qui se présente sur ces distances est entraîné. C'est quoi votre entraînement là, le dernier? C'était 105 tours d'un stade de 400 mètres. Le dernier était un entraînement, voilà, dimanche, j'ai fait 105 tours d'un stade de 400 mètres. Quand même. Pour un peu me préparer mentalement. 50 km quasiment. 42 à peu 42. près. Ouais, Oui. voilà. Ça t'inspire quoi? Parle pas du tout le même langage. Non, ne lui pose pas de questions. Pas du tout le même. Ne pose pas de questions à Churchill. Vous n'avez pas d'abonnement à Netflix, c'est pas mieux à la maison? Non, mais bon, je regarde la télé aussi, comme tout le monde. Donc voilà, le plus dur au jeu. C'est extraordinaire. Ouais. Non, mais un grand bravo à vous. On va vous suivre. Hein. Ce qui est extraordinaire, alors la course, comme dit, je m'entraîne pour ça. Ce qui est extraordinaire, voilà, c'est ce que fait des personnes comme Fawzi, c'est tous les enfants qui sont en rémission, qui sont à l'hôpital et qui se battent contre cette maladie. J'ai une grande pensée à tous les enfants parce que malheureusement, j'ai vu des enfants partir aussi, avec qui je me suis attaché et je pense à leur famille. Et c'est tout ça qui me donne cette force de pouvoir vivre cette course et relativiser. On sent beaucoup d'émotions. Votre maman doit être très très fière de là où elle est, parce que je sais que c'est aussi pour elle que vous faites ça. Tout à fait. On va donner une petite adresse pour faire un don. C'est leucémie-espoir.org. Exactement. On ne va pas hésiter. Voilà, il y a le www.ultramirage.com, hein, c'est le nom de la course. Hein. C'est le nom de la course en Tunisie. J'en profite pour féliciter les organisateurs pour cette belle course à Tozeur en Tunisie. Et Femmes de Foot remettra 2 000 € à l'association. Voilà, c'était la petite surprise. Je vous remercie beaucoup. Merci au nom de toutes les personnes qui nous suivent et au nom de tous les malades. Et je voulais juste faire un grand bonjour à Yannick et Mustapha. C'est deux personnes formidables. Mustapha fait des dessins et Yannick fait des ballons. Et on est à l'hôpital demain, au 8e étage chez les enfants. Donc je les embrasse. Voilà, c'est super. Il y a des hommes de bien qui sont sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci Fawzi. Merci beaucoup. Bravo à ce binôme, les anciens copains de quartier. Et 120 kilos, c'est bon. Hein, ça vous a fait du bien de courir. Je peux dire, il est affûté là. Hein. Merci. Voilà, merci. on va vous libérer. Merci pour votre invitation. Ça a été un plaisir, Fawzi. Restez 2 petites secondes. On va les libérer parce que dans un instant, on parlera d'une passion pour certains enfants, mais surtout des grands adultes. C'est les Lego. C'est assez délirant. Et c'est juste après la pub, évidemment, avec Tanguy Flores. C'est parti. Et on vous parle à présent d'un succès d'année en année. C'est Fanabrique. Ça va se passer à Colmar avec notre invité Benoît Kaiser. Ça va, Benoît? Bonsoir, ça va bien. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de Lego qu'on va voir. Eh oui, 14e édition. Voilà, faut savoir que là, pendant cette petite page de pub, Dominique Formal parlait des Lego qu'il avait quand il était petit. Tout le monde a eu des Lego, c'est ça? Ouais. Et vous me disiez que c'est plus un truc de garçon que de fille. À l'époque, oui. À l'époque, il y avait 2 jouets pour les garçons. C'était les Lego et le mécano. Ouais. Mais sauf que le mécano, c'était plus compliqué. Il y avait des petites vis, il fallait des outils. Les briques, ça allait. Voilà, c'était sexy à l'époque. Quand est-ce que le Lego a changé? Quand est-ce qu'il est passé de la petite brique carrée à des petits personnages? Oh, ne demandez pas un truc comme ça. Les briques carrées, déjà, elles existent encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire. Ouais, mais il n'y avait pas de personnages à l'époque. Les personnages, il y a eu plusieurs vagues de personnages successifs. Hein. Les premiers, c'était avec les grosses têtes rondes comme ça. Je sais
personnage de Théo comme ça. Après, la minifig, poser une colle, ça doit être dans les, je dirais, 78. Je sais que mes amis vont me railler parce que je pense aussi, à mon avis, c'est un peu plus tard ce que je propose. Non, la petite minifig avec la minifig. Ouais, le petit personnage. Ok. Moi, je vous propose le trailer. C'est plutôt très très bien fait, évidemment, en Lego. Regardez la bande-annonce. Fanabrique 2019, les 29 et 30 juin à Colmar. Et voilà, ce rendez-vous incontournable. C'est quoi ce qui vous plaît dans le Lego? Comment vous êtes devenu un passionné de cela? Alors, moi, ce qui me plaît le plus dans le Lego, c'est les gens qui en font. Et ce côté incroyable que si là, on prenait une poignée de briques et on la mettait au milieu de la table, il n'y a pas une personne pour qui ça ne veut rien dire. Ouais, et on jouerait, on construirait quelque chose. Après, voilà, chacun a son histoire, et puis voilà, il y en a qui sont fans de ça, d'autres sont fans d'autre chose, mais pour tout le monde, ça veut dire quelque chose. Les briques, voilà, ça veut dire quelque chose. Ça, alors le Lego a passé un cap. Alors on a évidemment ces images de la Bugatti. Alors d'abord on a ces images que vous pourrez voir dans quelques instants, et on a la Bugatti. Vous imaginez Bugatti qui a décidé un jour de créer un modèle le plus ressemblant du monde. Regardez, voilà comment on peut régler l'aileron de la Bugatti. C'est quelque chose de complètement incroyable, ça, Benoît. Ouais, c'est les Lego techniques, ouais. Ils font des belles choses. Ouais. Ils font des belles choses. Et les gens doués qui font du Lego. Voilà, ça vous fascine, Dominique? Ah, c'est fascinant. Ouais. C'est extraordinaire. Ça vaut cher aujourd'hui, une Bugatti comme ça, en Lego. Ah oui. À l'époque, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai appris, en fait, j'ai eu l'info assez tardivement parce que tout ça est parti sur commande. Je crois qu'il n'y en a eu que 3500 dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est un vrai objet collector. La plupart de ceux qui les ont achetés les ont gardés en boîte. Et alors, ce qui est encore plus incroyable que cette voiture en Lego, la Bugatti petit modèle, c'est la Bugatti grand modèle. Tanguy Flores en avait parlé. Regardez ça. Échalon, ouais. C'est une vraie Bugatti en Lego. Quand vous avez vu ça, Benoît Kaiser, vous vous êtes dit que les ingénieurs de Lego sont fous? Non, on s'est dit que c'était un peu dommage de ne pas nous avoir fait signe parce que le siège de notre association est juste à côté. Donc voilà. Regardez le moteur. Tout a été fait de sorte que la voiture roule avec toutes les pièces en Lego et un moteur qui va à 20 km/h. C'est ça, en fait, il y a plusieurs milliers de moteurs Lego qui fonctionnent en même temps et qui arrivent à mouvoir c'est dingue, cette chose. Voilà, on vous a montré le meilleur du Lego, c'est parce que vous allez le voir à Colmar. 150 exposants, ça va être durant 2 jours. Hein. Oui, ça va être une grosse édition de Fanabrique parce qu'effectivement on arrive à 150 exposants. J'espère que personne ne nous fait faux bon. On sait qu'on a des gens qui c'est compliqué de venir parce qu'il y a des histoires d'examens reportés, des choses comme ça. Donc on pense à eux, on pense à vous. Voilà. Bon, c'est 29 et 30, c'est samedi et dimanche 29 et 30. Voilà, différentes nationalités. On devrait aligner pour la première fois 10 nationalités différentes. Donc, depuis la première édition, Fanabrique, ça a toujours été voilà, le côté partage international avec des gens qui viennent de Suisse, d'Allemagne, tout ça. Mais là, cette année, voilà, on va faire un gros coup. Voilà, le plus éloigné est de l'autre côté de la planète. Votre siège est à Rosheim, hein, c'est ça? Vous travaillez... L'origine, c'était à Rosheim. C'est ça. Le siège de l'association est à Rosheim. L'expo Fanabrique a été créée à Rosheim et depuis l'an dernier, elle est désormais au Parc Expo de Colmar. Je me souviens dans lequel avoir eu des pièces extraordinaires, des Vous Star Wars, étiez venu plein de choses. dans le local de la... Regardez ces images. C'est quoi la pièce la plus impressionnante que l'association a fabriquée? Je crois que vous aviez essayé de mettre en record à un moment donné. Il y en a eu plusieurs. La plus impressionnante, elle est en travaux actuellement. On est sur un très gros projet. C'est quoi? On sait qu'on va mettre largement plus d'une année pour le faire. Elle sera présentée lors de l'expo. On s'est mis dans l'idée de faire une maison alsacienne. Parce que en Lego. Défendre l'Alsace, machin, ça a toujours été notre truc. On a créé des personnages Lego, les petits Alsaciens en Lego à plusieurs reprises. Hein. On les a vus dans le film. On est toujours un peu à vouloir faire un truc
sur notre région. Et donc voilà, ça fait un moment que ça nous travaille. À un moment donné, voilà, on a été plusieurs à se mettre ensemble, à travailler sur le projet, à voir de quelle façon ce truc de dingue pouvait être possible. Parce qu'en Lego, tout est possible, donc il faut juste le mettre dans le bon ordre. Genre une vraie maison ou voilà. Ce sera une petite maison alsacienne, mais à l'échelle 1. À l'échelle 1. Ouf, d'accord, ça sera à suivre. Et promis, les caméras d'Alsace seront là. Fanabrique, c'est les 29 et 30 juin. Ça se passera à Colmar. Et il y a le www.fanabrique.fr pour toutes les informations. Il nous reste 3 petites minutes. Place à Chap. Allez, je vous présente 4 créatrices d'entreprises que j'ai rencontrées il n'y a pas longtemps à Strasbourg. Des entrepreneurs avec un E à la fin parce qu'elles sont fières d'être chefs d'entreprise. Et tiens, j'ai pensé à toi, Sabrina, qui défend toujours les causes de la femme au quotidien. Ah bah là, tu vas rencontrer 4 jeunes femmes. Tu m'as dit que j'étais trop vieille, moi, pour faire partie. Elle parle dans le micro. Oh, mais non, mais tu peux regarder quand même. Elles ont créé leur boîte, elles sont jeunes, elles sont fières d'être chefs d'entreprise. C'est plutôt intéressant comme message. Et regardez, il y a notamment une toute nouvelle jeune créatrice de mode qui est créatrice depuis 7 mois à Strasbourg. Je la laisse découvrir. J'ai créé l'entreprise Le Café Se Bévoile. C'est un abonnement mensuel à du café de spécialité. Et à côté de ça, j'ai aussi des partenariats avec lesquels je fais des coffrets cadeaux à offrir autour de soi. Alors, je suis la créatrice de l'entreprise Sweet & Fairy, qui est une entreprise de vente de pâtisserie sur commande. Les gens me passent commande pour des événements. Ma spécialité, c'est les macarons, mais je fais plein d'autres choses comme des tartes au citron, des Paris-Brest, des fraisiers. Je suis créatrice de mode. C'est presque un pari, limite, que je peux dire. De l'audace, la femme qui s'accepte, et puis l'élégance, surtout ce qu'elle doit dégager, sa vraie personnalité. Alors, j'ai créé Acomer, donc c'est une entreprise qui est traiteur, événementiel, de la cantine également, du catering. Je suis fière d'être une femme entrepreneur. En tant que femme, on a cette créativité en nous. Et voilà, je pense qu'on a vraiment une place à se faire entre tous les chefs d'entreprise au masculin. Ça rajoute une difficulté, mais ça rajoute aussi du challenge. Parce que j'aime bien le challenge. C'est relever aussi les défis. C'est aussi avoir cette satisfaction. Même si on ne l'a pas totalement, il faut acquérir cette satisfaction. Pour moi, honnêtement, je ne me pose pas forcément la question, le fait d'être femme entrepreneur. Enfin, c'est juste d'autres personnes qui ont des projets et qui le mènent à bien. Il faut avoir du courage, il faut oser se lancer. On sort de sa zone de confort. Alors bon, après que ça soit des femmes ou des hommes, c'est important dans les deux cas. Mais vu qu'on est dans un débat, effectivement, des femmes qui sont un peu... qu'on n'a pas les mêmes égalités en termes de travail, oui, c'est important. Voilà la Chap et une petite dernière, une trottinette solaire. Ouais, Papy Chalot. Alors dit comme ça fait un peu bizarre, on dirait une BD de Gottlieb, ça fait beaucoup rire Dominique. Papy Chalot. Charles a 81 ans, il a imaginé une trottinette solaire, il veut défendre l'environnement, Charles, il veut nous sensibiliser au réchauffement climatique. Il part dimanche de Lauterbourg en trottinette solaire pour aller au Touquet. Ah, c'est pas mal. 700 bornes en trottinette solaire de son invention. Il a 81 ans. Alors moi, je dis bravo, Papy Chalot. Voilà, c'est les paris un peu fous. Merci beaucoup. Tanguy Flores, ces infos, vous les retrouvez sur l'application Chap. Merci Sabrina pour les belles rencontres que vous nous avez encore proposées ce soir. Benoît Kaiser, bonne route avec Fanabrique 29 et 30 juin. Et Dominique Formals, 3 jours de spectacle pyrotechnique, multimédia, jet d'eau, ça sera à Furdenheim et ça sera, rappelez les dates, 5, 6 et 7 juillet. Voilà, il faudra y aller nombreux. Merci à tous. On repart quelques instants dans l'actualité avec, puisque vous parliez d'Europe, les ministres français et allemands des Affaires européennes qui étaient à Colmar et qui rencontraient des jeunes Alsaciens. C'est à la une du Tour des cantons. Moi, je vous dis à demain 19h. Salut. Cette coopération transfrontalière, elle est le signe de ce que peut être le projet européen. Le 17 juin dernier, l'Europe était à l'honneur dans l'auditorium Simone Veil du conseil départemental du Haut-Rhin.
Une centaine de jeunes Européens, Français, Allemands, collégiens, lycéens ou étudiants étaient invités à venir dialoguer avec la secrétaire d'État aux Affaires européennes Amélie de Montchalin et son homologue allemand Michael Roth. À l'initiative de ce dialogue européen pour la jeunesse, le Conseil départemental. J'avais rencontré il y a quelques mois le ministre européen pour l'Europe, Michael Roth, à Berlin, et nous avions discuté de beaucoup de projets européens et puis surtout transfrontaliers qui concernent l'Alsace et le Bade-Wurtemberg. Et je sais qu'il est très impliqué dans la jeunesse et qui cherche à rencontrer des jeunes pour échanger avec eux sur l'Europe. Et donc c'est assez naturellement que nous en sommes venus à l'idée de venir ici à Colmar pour un dialogue avec la jeunesse. La question de Isaac. Par rapport à la relation commune, aux relations économiques. Une heure d'échange où les jeunes ont pu questionner les ministres sur leur vision des enjeux européens, recherche scientifique, environnement, Brexit ou encore intégration politique des États dans l'Union. Nombre de sujets ont ainsi été évoqués. Si les grands enjeux des politiques européennes sont discutés, il est aussi question de sujets plus proches du quotidien. Il faut dire que dans le bassin rhénan, l'Europe est une réalité mesurable dans la vie de tous les jours. Au fond, ces jeunes, ils font vivre l'Europe au quotidien, presque plus que moi. Le fait qu'ils étudient en 2 langues, le fait qu'ils aient des diplômes qui soient reconnus dans 2 pays, ça les rend des Européens du quotidien, parfois beaucoup plus que vous voyez ce que font les ministres. Donc oui, c'est intéressant parce qu'ils sont des questions qui vous montrent que ce qu'on fait dans nos grandes réunions bruxelloises et dans nos grandes réunions à Luxembourg ou ailleurs, ça les intéresse, ça compte pour eux. Ça nous rappelle aussi qu'ils ont des grandes exigences, il faudrait qu'on aille plus vite, c'est toujours intéressant de l'entendre, ça nous pousse justement à mieux travailler. Donc c'est toujours des moments d'échange, vous savez, rendre compte, expliquer, échanger, c'est aussi le rôle des politiques. Dans une démocratie, vous recevez un mandat, vous recevez une mission, votre rôle c'est aussi de pouvoir en rendre compte. Centrale, solaire, éolien. Quelques semaines après les élections européennes et à l'heure où l'Union semble lointaine et peu lisible aux yeux de nombreux citoyens, ce dialogue voulait œuvrer à une meilleure compréhension des enjeux européens. Mon lycée m'a proposé de venir et j'ai trouvé que c'était une belle opportunité de rencontrer un peu de beau monde et de pouvoir échanger au sujet de l'Europe, qui est un sujet qui, en tant que jeune, vivant à la frontière, et moi personnellement je suis en classe à Bibac, donc franco-allemande, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc j'étais ravie d'être là, oui. Avec un représentant de France et de l'Allemagne, donc ça permettait vraiment de voir deux positions différentes mais souvent conjointes, et donc c'était vraiment intéressant par rapport pour voir leur vision de l'Europe. Je trouve que le fait d'en parler avec eux, justement, moi je trouve que ça permet de mettre toute cette cause d'Europe vraiment beaucoup plus accessible. Mais maintenant, je trouve que voilà, c'est pas dans ce genre de dialogue qu'on va vraiment faire avancer la chose. Je pense que c'est comme ce qu'ils ont dit, c'est notre rôle à nous aussi de vraiment s'investir pour l'Europe d'agir. À la tribune, les 2 ministres, mais aussi la présidente du conseil départemental, car la construction européenne n'est pas qu'une affaire de diplomatie, elle se fait aussi au niveau des collectivités territoriales. Les collectivités locales, elles ont un rôle clé dans la gestion des enjeux transfrontaliers. Au fond, quand il y a un projet transfrontalier qui va à son terme, c'est au fond l'Europe qui avance. Ça montre que par-delà les frontières, par-delà les différences de culture, de langue, de système politique, de système de décision, il y a des projets communs. Et donc quand Brigitte Klinkert m'a proposé d'avoir cet échange avec les jeunes, mais aussi de pouvoir mettre en valeur des projets transfrontaliers, là on a vu des jeunes qui avaient des Abibac, on a vu des jeunes qui étaient dans des cursus franco-allemands. Au fond, c'est un peu l'Europe qui avance au quotidien et les collectivités locales, elles sont en première ligne. Au conseil départemental, c'est pour le renforcement de cette Europe du quotidien que l'on s'engage. Ainsi, la collectivité européenne d'Alsace, que les départements alsaciens appellent de leur vœu, devrait permettre de renforcer la coopération transfrontalière par-delà le Rhin. Un exemple de construction européenne par le bas, loin des chancelleries. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer, à l'occasion d'un rendez-vous, la secrétaire d'État, Madame Amélie de Montchalin, la semaine dernière, pour évoquer justement l'Europe du quotidien, cette Europe du concret que nous vivons si bien ici dans le bassin rhénan et qui pour nous est si naturelle. Et je lui ai notamment expliqué que nous allons avoir avec la future collectivité européenne d'Alsace une chance formidable d'être demain
le laboratoire de l'Europe pour la France, ici en Alsace, ici dans le Rhin supérieur. Parce que les projets, les idées sont nombreux. Il s'agit maintenant de les concrétiser. Nos voisins allemands sont également très demandeurs. Dans la création de biosphère, le projet de collectivité européenne d'Alsace a reçu le soutien du gouvernement. La loi est en train d'achever son parcours législatif et le futur super département alsacien devrait voir le jour en 2021, renforçant ainsi le caractère européen de l'Alsace. Toutes les initiatives qui partent des élus locaux, qui ont envie d'avoir des projets, qui ont des projets concrets à mener ensemble et qui puissent justement traverser les frontières, aller au-delà, vous savez, des frontières artificielles et administratives, nous les soutiendrons toujours. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut mettre dans la Constitution, au niveau de toute la Constitution de la République française, l'idée au droit à la différenciation entre les territoires. Et donc la communauté européenne d'Alsace, c'est une organisation nouvelle où on va rapprocher des collectivités pour travailler autrement. Oui, c'est très important qu'aussi les bonnes pratiques puissent s'échanger au niveau européen, que ce qui se passe en France puisse être connu. Il y a peut-être d'autres endroits en Europe où le même genre d'initiatives peuvent être prises. Ce qui compte à la fin, c'est que ça serve les citoyens, que ça améliore et que ça accélère les projets et la vie quotidienne dont ils bénéficient. On évoquait là précédemment le budget de l'Union européenne. Le dialogue s'est terminé avec pas mal de questions en suspens. En effet, difficile de faire le tour de l'Europe en une petite heure. Si on dit on veut augmenter le budget européen, il faut que ce soit financé par quelqu'un.